Merci, Monsieur le Président. Honorables collègues, le projet de loi C5 traduit un engagement majeur. Relancer l'économie canadienne après des années de sous-investissement. Notre Chambre de second examen objectif dispose d'une occasion unique pour veiller à ce qu'il crée de la valeur pour toute l'économie. Je souhaite remercier et féliciter tous les collègues qui ont déjà participé au débat et qui ont permis d'éclairer les enjeux essentiels que soulève ce projet de loi. Au cours du comité plénier, des préoccupations légitimes ont été soulevées en matière environnementale, de droits ancestraux des peuples autochtones ou encore sur la portée du concept de projet d'intérêt national. Quant à moi, je tiens à soulever un paradoxe troublant. On ne peut prétendre relancer l'économie sans y associer pleinement celles qui en sont le moteur au quotidien. Je veux parler de nos PME. Ce projet de loi C5 ne peut ignorer les PME et nous ne pouvons pas laisser passer cela. With over 30 years of experience as an entrepreneur, avec plus de 30 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur, j'en suis venu à comprendre profondément et personnellement le rôle central que jouent les petites et moyennes entreprises dans notre économie. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai choisi de siéger au Sénat. Je souhaite être la voix des PME et veiller à ce qu'elles aient un siège à la table lorsque des décisions économiques majeures sont prises. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les PME représentent 98 % de toutes les entreprises au Canada, 54 % de l'emploi total et près de la moitié de notre PIB. Pourtant, elle semble désespérément invisible dans les appels à projets et les marchés publics gouvernementaux. D'après les chiffres publiés par les Services publics et Approvisionnement Canada en 2008, le volume des contrats fédéraux accordés à des PME était de 38 %, 32 % en 2022, 24 % en 2023 et 20 % en 2024. Il est bien sûr à noter que des PME ont pu être absorbées par de plus grandes entreprises ou rachetées à l'international. Mais la réalité, c'est que le nombre de PME, lui, il a continué d'augmenter, ce qui rend ces chiffres encore plus alarmants. Cette chute n'est pas un accident et résulte d'obstacles systémiques identifiés depuis des années. Plusieurs rapports parlementaires de grande qualité, notamment ceux du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, OGO, publiés en 2009 et en 2018, ont mis en lumière certains obstacles majeurs. Parmi ceux-ci, le comité OGO de l'autre endroit a notamment identifié, premièrement, la complexité excessive des processus d'approvisionnement et le volume important de documents à fournir. Qu'attend-on pour simplifier ces procédures et les adapter aux réalités des PME? Deuxièmement, l'accès inégal à l'information et la complexité du langage utilisé. Comment se fait-il que les dossiers d'appel d'offres ne soient pas toujours identiques, qu'elles soient en français ou en anglais? Et pourquoi le vocabulaire employé est si complexe? Troisièmement, le manque de ressources humaines au sein des PME pour répondre aux appels d'offres. Comment peut-on postuler quand le coût de participation est parfois supérieur à la valeur des contrats visés? Quatrièmement, la priorité accordée systématiquement au prix le plus bas au détriment de la qualité ou de l'innovation. Et enfin, les délais de paiement trop longs qui pèsent lourdement sur la trésorerie de nos PME. Ces obstacles systémiques touchent toutes les PME, mais leurs effets sont encore plus marqués lorsqu'il s'agit de groupes sous-représentés comme les entreprises à propriété féminine. Le gouvernement est clairement conscient du problème. Il a déjà fixé un objectif de 15 % pour les entreprises à propriété féminine. Si cet objectif a été atteint en termes de volume de contrats entre 2023 et 2024,
aucune donnée n'a été publiée concernant la valeur de ces contrats. Il est essentiel que les entreprises détenues par des femmes ne soient pas confinées à des contrats de faible valeur, en particulier dans les secteurs à forte valeur ajoutée. Un autre biais systémique qui freine encore en 2025 le développement des PME détenues par des femmes, c'est l'accès au financement. Il y a des questions biaisées qu'un prêteur n'oserait jamais poser à un homme. J'en ai fait l'expérience et comme bien d'autres. Alors qu'on interroge un homme sur le potentiel de croissance de son entreprise, une femme, elle doit justifier ce qu'elle a déjà accompli, détailler ses plans d'expansion avant d'entendre des questions du type « Comment comptez-vous concilier vie familiale et projet entrepreneurial ?» ou encore « Quelqu'un peut-il se porter garant pour vous ?» On demande fréquemment aux femmes, entrepreneurs et minorités visibles si elles ont déjà postulé à des contrats publics. Mais la plupart répondent que non. Non pas par manque de volonté ou de compétences, mais parce qu'on ne leur a pas encore donné la chance. À force d'exclusion, elles finissent par ne plus postuler. Ces questions n'ont rien à voir avec la capacité et la crédibilité de leur entreprise. Pourtant, les mêmes doutes persistent. Sont-elles vraiment capables de livrer? Peuvent-elles répondre au cahier de charges? Pense-t-on vraiment qu'une PME investirait du temps et de l'argent pour soumettre une candidature si elle n'en avait pas les capacités? Ce raisonnement est totalement obsolète en 2025. À tout cela s'ajoute le manque d'accès au réseau d'investisseurs et la sous-représentation des femmes dans les comités de décision. Le résultat, il est criant. Selon le rapport 2024 du portail des connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, Women Entrepreneurship Knowledge Hub, les entreprises détenues par des femmes ne reçoivent que 4% des fonds de capital de risque du Canada. How come? Comment se fait-il que, malgré les efforts considérables déployés pour informer les PME, les résultats restent insuffisants? Nous savons que le Bureau des petites et moyennes entreprises, la Banque de développement du Canada et de nombreuses organisations régionales ont investi massivement dans des sessions de formation et des événements d'information. Pourtant, l'accès au marché public reste un défi de taille pour la plupart des PME. Si l'information est facilement accessible et largement partagée, le problème n'est pas la communication. C'est le processus d'appel d'offres lui-même qui a besoin d'une révision complète. Voici quelques exemples de leviers concrets capables de déclencher un véritable changement positif. J'ai souhaité comparer deux plateformes d'achat gouvernementaux. D'un côté, la plateforme américaine GSA Advantage, qui centralise l'information et permet aux agences fédérales d'acheter en un guichet unique à la manière d'un catalogue en ligne. De l'autre, la plateforme canadienne Achat Canada, Canada Buys, lancée en 2022, qui se contente de publier des appels d'offres sans offrir de fonctions transactionnelles directes. Le système canadien impose à nos PME beaucoup plus de lourdeur administrative. Je propose donc que le gouvernement fédéral requiert des grandes entreprises et des sociétés d'État qui obtiennent des contrats publics l'obligation de collaborer avec des PME en fixant des quotas ou un pourcentage minimal de sous-contrats qui leur seraient réservés. Je propose aussi l'inclusion de clauses comprenant des indicateurs pour mesurer les retombées réelles sur les PME. Et pourquoi pas des incitatifs fiscaux ou autres qui pourraient être mis en place afin d'encourager activement ces partenariats. Le gouvernement peut aussi s'inspirer d'exemples positifs tels que WeConnect ou Aéro Montréal qui renforcent déjà les réseaux de fournisseurs et soutiennent un approvisionnement bien plus inclusif. Et enfin,
Pour que ces changements donnent des résultats positifs, les appels d'offres doivent valoriser davantage la qualité et l'innovation au-delà du seul critère du prix le plus bas. Cette ouverture permettrait aux PME innovantes de mieux se positionner. On éviterait aussi que les contrats ne profitent toujours qu'aux mêmes soumissionnaires. Honorable colleagues, Bill C-5 could be a perfect... Honorables collègues, le projet de loi C-5 pourrait être l'occasion rêvée de faire des marchés publics fédéraux un véritable moteur de la prospérité nationale. Les marchés publics représentent 13 à 20 du PIB du Canada. Les gouvernements disposent d'un levier puissant pour stimuler l'économie à l'échelle nationale sans laisser personne de côté. Nous avons besoin d'un nouvel état d'esprit, un état d'esprit qui associe la performance économique à la responsabilité sociale. J'appelle de mes vœux une économie qui gagne sans exclure, une économie qui croît sans oublier les PME, une économie qui prospère en soutenant ceux qui innovent chaque jour, souvent dans l'ombre. Il est grand temps de regarder dans les coulisses de notre économie et de reconnaître celles et ceux qui la font vivre sans bruit. Car derrière chaque PME, il y a un visage, une histoire, une volonté. Nous avons la responsabilité de leur tendre la main pour bâtir une prospérité qui soit à la fois durable et partagée. Ce défi nous concerne tous. Utilisons C5 comme un véritable tremplin pour nos PME et nos communautés. Merci pour votre écoute. Thank you, Miigwech.